Patricia, belle comme une vitrine de magasin de luxe, avait appris à transformer l'indifférence en charme, et Rodrigo, sous ses airs de comptable précis, savait où placer un transfert pour qu'il disparaisse dans une série de comptes offshore. Ils avaient choisi la marge la plus étroite entre audace et impunité. Ils avaient aussi choisi un carburant dangereux, la certitude qu'un homme aimant et distrait comme Gabriel ne verrait pas. Pendant que Marina parlait, Gabriel se laissa bercer par des images qui n'appartenaient qu'à lui. La maison du Morumbi, ses salons vitrés, le petit enclos discret où il gardait des animaux que peu d'hommes de sa stature gardaient. Il avait toujours aimé les animaux rares pour leur capacité à rendre l'âme plus simple. Un lémurien aux yeux de braise, une petite panthère aux taches effacées par la lumière, des présences qui ne jugeaient ni ne complotaient. Le plus précieux pourtant avait été un bébé singe, arrivé un hiver, trouvé blessé dans une cargaison de spécimens rares et soigné par ses équipes. Il l'avait gardé sans bruit, comme on garde un secret qui n'appartient à personne mais devient à soi. Le singe, curieux et vif, allait parfois s'asseoir sur la haute étagère de la bibliothèque et regarder les livres comme s'il lisait des vies. Il avait simulé la chute la veille, sur la rive humide du Marginal. Une fausse glissade, un appel d'ambulance bien joué, tout s'était déroulé selon le scénario. Les caméras de la route montraient seulement un véhicule arrêté, la cohue, des témoins dont les noms seraient faciles à oublier. Dans les jours qui précédèrent, il avait laissé la distribution ordinaire de son empire se poursuivre sans accroc visible. Mais il avait déclenché, sans que personne le sache, une opération d'écoute discrète. Henrique, habile et discret, avait placé des micros dans la maison, avait su comment s'immiscer dans les conversations sans éveiller la défiance de Patricia. Gabriel n'avait pas peur d'écouter sa propre trahison se dévoiler, il avait peur des choses que la peur rend honnêtes. Marina s'assit sur le rebord du lit. Elle regarda Sophia, puis posa une main sur la tête de Gabriel. « Vous avez eu de la chance, murmura-t-elle. Il pourrait être pire. Et nous sommes là. » Dans sa poche, son pouce cherchait nerveusement la photo de Mélissa, froissée mais soigneusement protégée par un morceau de ruban adhésif. Mélissa, qui avait 6 ans quand son diagnostic avait tout renversé, s'était battue comme on serre une main à travers la nuit. Chimio, transfusion, coup de téléphone à l'hôpital, une mère qui travaillait jour et nuit pour payer des séances et des examens. Le traitement avait coûté plus que leur année la plus dure, mais jamais Marina n'avait laissé transparaître la honte. Elle priait parfois, à voix basse, sans que personne n'entende la phrase entière, un mot, un désir, un nom, puis relevait le menton et continuait à nettoyer, à ranger, à réparer ce que la vie brisait. Gabriel se souvenait de la première fois qu'il l'avait vue, dans la cuisine spacieuse du Morumbi, essuyant la plus petite des miettes. Elle avait une manière de transformer un geste simple en un acte sacré. Elle parlait aux plantes sur la terrasse comme on parle à des enfants endormis. Quand il l'avait approchée, ce n'était pas dans l'intention de lui offrir quelque chose d'autre que du travail. Il avait simplement voulu réparer un tiroir. Mais les tiroirs, à la maison, sont des boîtes où se cachent les livres, les souvenirs, les erreurs et parfois des indices qui permettent de comprendre la nature d'un cœur. Marina avait regardé Sophia comme on garde la dernière bougie allumée dans une maison. Il s'était surpris à écouter la façon dont elle chantait pour Mélissa, une playlist douce remplie de refrains qu'il n'aurait jamais cru aimer. Patricia entra un instant après, tout en parfum et en froideur calculée, suivie par Rodrigo, qui tenait un dossier mince comme une menace. Ils échangèrent des sourires polis qui n'atteignaient pas leurs yeux. Patricia déposait sa main sur le bras de Rodrigo comme on dépose un sceau, marquer le territoire. « Comment va-t-il » demanda Patricia, voix claire, soigneusement détachée. Marina répondit, sans flatterie, « Il respire mieux, mais il a besoin de repos. » Patricia fit un signe sec. « Très bien. Je dois m'entretenir avec Rodrigo à propos des comptes. Il faut que tout soit en ordre pendant sa convalescence. » Gabriel sentit chaque mot comme une lame. « Les comptes » pensait-il. Le mot revenait toujours, masquant une mécanique qui dévorait l'essentiel. Il se souvenait de transferts inattendus sur des comptes qui semblaient n'appartenir à personne, de factures gonflées, de facturations doubles, d'un fonds nommé « Projet Eden » dans la comptabilité, un nom que Rodrigo avait prononcé une fois en ricanant, comme s'il parlait d'un jeu. La nuit suivante, Enrique fit entrer un technicien discret qui posa un petit appareil dans la chambre de Gabriel. C'était un micro feutré, à portée de main, juste au-dessus du fauteuil où s'assiéraient souvent les visiteurs. Gabriel fit un effort pour rester immobile. Il n'ouvrit pas la bouche. L'écoute devait être passive. Il laissa la vérité venir à lui.
Il se passa des jours calmes, formant un avant-goût de douleur ordinaire, bandages, analyses, visites médicales. Les moments d'ennui servaient de vide où la suspicion prenait plus de place. Sophia venait chaque matin avec ses cheveux en bataille, tenant la main de Marina. Elle apportait des dessins, coloriés, des messages à papa. « Je t'aime », griffonné dans des nuances maladroites, était la plus forte des preuves. Gabriel gardait ses dessins comme on garde une raison. Il les mettait contre son oreille pour sentir l'enfance, pour se rappeler que sa bataille n'était pas seulement contre des contes, il luttait pour des sourires. Un soir, alors que la pluie martelait la fenêtre comme si la ville cherchait à se laver, Rodrigo se plia à une conversation téléphonique dans le couloir. Ses paroles, d'abord sourdes, montèrent comme une vapeur. « Oui, la somme est partie. Étiquette, bébé singe. Pas de question. » On aurait dit une plaisanterie, mais sa voix était sèche, professionnelle. Gabriel sentit le monde se resserrer autour du mot « bébé singe ». Dans sa tête, l'image de sa petite créature frêle revint comme une photographie qu'on agrandit. Il se demanda si quelqu'un dans cette maison en connaissait l'existence, si Patricia savait qu'un animal occupait sa bibliothèque et que parfois il se balance entre les volumes comme s'il lisait des vies. Ou peut-être bébé singe n'était qu'un code pour une opération financière, un détour d'argent, un compte nommé de façon enfantine pour dissimuler la noirceur du trafic. Rodrigo raccrocha sans se douter que le silence laissait entendre plus que la voix. Gabriel fit semblant de dormir. Il sentit son pouls s'accélérer, non à cause de la douleur physique, mais parce que l'hypothèse s'ouvrait en lui. Les fonds dédiés au traitement, aux actes de charité discrète, aux écarts de générosité anonyme, qui les déclenchait? Qui avait payé pour le dernier cycle de chimio de Mélissa? Qui avait versé une somme importante sur un compte au nom d'un projet humanitaire dont il n'avait jamais entendu parler? Si quelqu'un dans sa sphère trahissait son propre sang pour remplir des poches, alors tout devait être mis à nu. La scène où il avait trouvé le bébé singe lui revint en détail. Une cargaison confisquée par des douanes, des appels tardifs du conservateur du zoo, la petite bête tremblante, les doigts du vétérinaire, la main d'un garçon qui n'était autre que lui, tendue pour offrir un peu de chaleur. Il avait choisi de garder l'enfant singe à sa charge, non par exhibition, mais par besoin de compagnie qui ne questionnait pas, par désir de réparer quelque chose d'ancien. Le singe n'était pas une monnaie. Pourtant, l'idée que bébé singe puisse servir d'étiquette à un flux d'argent le fit se mordre l'intérieur de la joue. Au matin suivant, il ordonna à Enrique en chuchotant d'extraire les transferts récents sur les comptes principaux. Enrique sut qu'il ne s'agissait pas d'une requête ordinaire. Il haussa un sourcil et, sans répondre verbalement, fit ce que Gabriel demandait. Il se mit au travail. Les chiffres sont un langage que Enrique parlait bien. Il avait longtemps opéré dans des couloirs d'hôpitaux et de cliniques où la précision est une vertu qui sauve des vies. Maintenant, il allait prouver que des vies se perdaient aussi à cause de courbes et de colonnes. Pendant les heures qui suivirent, Gabriel resta attentif aux visites. Patricia ajusta la coiffure comme si elle se plaçait pour un portrait. Elle glissa des signes de sympathie, mais son sourire ne franchissait jamais le seuil d'une contrition réelle. Rodrigo parlait matériel avec les employés, signait des reçus, la main légère sur un écran. Ils étaient polis, comme des acteurs sur une scène bien réglée. Ils jonglaient avec des mots pour donner à leur comédie un air de normalité. Mais ce soir-là, en retournant à la maison pour une réunion officielle déguisée en récupération, Gabriel décida d'aller à son enclos. Il voulut toucher ce que les chiffres ne pouvaient pas expliquer. Simplement sentir un cœur qui battait sans calcul. La maison sentait le bois ciré et le café. La pluie avait laissé des perles sur la terrasse. Dans la pénombre, une silhouette bougea entre les rayons de la bibliothèque, et un petit animal se jeta sur la main de Gabriel comme on se jette sur un ami retrouvé. Le bébé singe leva les yeux sur lui, d'un air presque humain, et poussa un petit cri qui n'était pas un avertissement, mais un salut. Gabriel sentit une poussée de chaleur qui n'était ni colère ni peur, un soulagement instinctif. L'animal se blottit contre sa paume, le poil encore humide. Il appuya sa tête contre Gabriel comme pour dire « Tu es revenu ». Il s'écarta alors et, dans l'ombre du salon, il entendit deux voix qui discutaient à voix basse, Patricia et Rodrigo. Elles parlaient d'argent, de mouvement, de compte. Rodrigo lâcha une phrase comme on jette une pierre dans un lac. Le prochain transfert, on l'étiquette bébé singe. Personne ne regardera un compte nommé ainsi. C'est trop mignon pour éveiller les soupçons.
Gabriel resta immobile, la main serrant la fourrure tiède du petit animal. Il avait fait semblant de tomber pour observer. Il ne s'attendait pas à ce que sa propre obsession, sa tendresse secrète pour un animal rare, devienne la métaphore de la fraude. Le mot résonna dans sa tête comme un glas. Il n'y avait plus de doute. Quelqu'un dans sa maison transformait les étiquettes de la gentillesse en une machinerie de cupidité. Ils avaient pris l'enfant malade, la générosité, l'image d'un homme philanthrope et l'avaient converti en instrument de leur enrichissement. Mais l'ombre de la trahison n'était pas seulement financière, elle s'étendait bien plus loin. Tenter d'éloigner Sophia, faire taire les dons anonymes, détourner l'attention par des gestes calculés de gentillesse publique. Gabriel retira doucement le singe de ses genoux et l'emmena à la fenêtre où la pluie venait de cesser. La ville était une nappe humide. Dans les gouttes, il lut des possibilités. Il savait comment agiraient ceux qui volaient l'innocence. Ils se recroquevilleraient, essaieraient de justifier leurs actes avec des logiques fausses, de s'enfermer derrière des avocats et des contrats. Mais il savait aussi que ces gens faisaient des erreurs quand ils pensaient que personne n'écoutait. Il avait besoin de preuves, des comptes, des messages, un témoignage. Il avait besoin que Rodrigo parle devant une machine qui n'oublierait pas. Le plan prit forme dans sa tête avec la froideur d'un chirurgien. Il ne crierait pas. Il ne se précipiterait pas. Il rassemblerait. Henrique l'aiderait à consolider les données. Marina, sans le savoir encore totalement, deviendrait le cœur moral de la preuve. Gabriel savait que Marina n'avait jamais cherché du secours dans des lieux publics. Elle préférait les actes concrets aux publications. Mais il imaginait la force d'une femme qui découvre que sa dignité est utilisée comme caution d'une mascarade. Il imaginait le moment où Marina, avec la vérité dans les mains, réagirait non par vengeance, mais par une détermination à protéger les siens. Il y avait, dans cette maison, des gens qui croyaient que l'argent pouvait tout corriger. Ils allaient apprendre que l'argent ne guérit pas tout, qu'il n'achète pas la loyauté d'une enfant quand elle sait qui lui a acheté des crayons pour dessiner. Il y avait aussi une vérité qui ressemblerait à un chant lent et puissant. On peut réparer les cœurs brisés à coups de petites actions répétées. Gabriel caressa doucement le dos du singe. Celui-ci posa sa main sur ses doigts comme pour sceller une alliance sans mots. « D'accord, pensa Gabriel, on va voir qui a appelé cette chose bébé singe. » Il descendit ensuite au bureau, les pas mesurés, la tête pleine d'un calme qui n'était pas résignation, mais calcul. Henrique l'attendait avec des feuilles imprimées, des relevés bancaires à noter. Les chiffres, disposés en colonnes, prirent bientôt la forme d'un plan, d'un réseau. Ils n'étaient plus abstraits. Chaque transaction retrouvée traçait un chemin reliant des comptes environnés d'euphémismes. Parmi eux, un nom revenait, caché derrière des sociétés écrans. Le nom d'un compte dont l'adresse n'appartenait ni à la charité ni au hasard. Les mouvements étaient constants, à des dates précises, calqués sur les cycles médicaux de Mélissa. Gabriel sentit une colère froide et précise monter en lui, mais il la maintenit pour préparer la justice, pas pour s'y perdre. « Il faut que Patricia tombe, dit-il à Henrique, la voix rythmée comme celle d'un homme qui dicte un mot de passe. Mais il faut que cela soit irréfutable. » Henrique hocha la tête. « Je peux obtenir des copies des transferts, des messages et avant tout une trace qui montre l'accord entre Rodrigo et elle, une preuve écrite ou audio qui la lie au mécanisme. » Gabriel posa ses mains sur la table comme on pose une dernière pierre avant de ériger une fondation. « Et Marina ?» demanda-t-il. Henrique leva les yeux comme pour dire que la vérité ne se construit jamais sans le courage des humbles. « Marina doit être protégée. Si Patricia apprend qu'elle sait, tout s'effondrera vite. Nous agirons en douceur. » Gabriel acquiesça. Il se rappelait la nuit où Marina, à l'hôpital, avait murmuré une prière qui ne disait pas « Sauvez-nous ». Elle disait que la main qui tient nos vies soit douce. Il avait compris que la foi de cette femme n'était pas de l'aveuglement, mais une fabrication lente d'espoir pour ses enfants. C'était la même douceur qu'il avait mise à soigner ce bébé singe. Et maintenant, cette douceur serait l'arme qui rétablirait l'ordre. Les jours suivants furent une alternance de gestes simples et de manœuvres discrètes. Gabriel fit semblant de reprendre des forces, Auguste, le majordome, garda la porte, et Henrique organisa la collecte des preuves. Marina continuait à apparaître, fidèle, avec ses petits sachets de nourriture et ses mots apaisants.
Sophia offrait des dessins, Mélissa envoyait des lettres qu'on disait anonymes et qui arrivaient comme des miracles. Le don anonyme qui avait payé certaines factures de Mélissa n'avait pas encore trouvé son visage. Gabriel avait donné, en silence, une somme qui couvrait des traitements imprévus, non pas pour acheter le pardon, mais parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'une petite vie soit sacrifiée sur l'autel de l'indifférence. Il voulait garder l'anonymat pour que personne n'attribue à sa piété ce qu'il considérait comme un devoir. Pour l'instant, il était plus prudent de laisser le mystère flotter. Mais chaque fois que Rodrigo utilisait l'expression « bébé singe » à voix basse, Gabriel laissait ses oreilles s'imprégner. Il savait que la prochaine fois, Rodrigo ne serait pas assez prudent. Un homme qui manipule l'argent comme Rodrigo finit toujours par croire qu'il peut parler comme il veut. Cette certitude serait leur chute. La maison, qui avait semblé si sûre, était maintenant un théâtre où la vérité se préparait à jouer sa pièce. Les rideaux fermaient leurs regards sur Petite Confidence. Dans une armoire, un dossier minuscule portait un reçu mal collé et un nom qui, une fois extrait, ferait trembler plus d'un meuble du salon. Gabriel se retourna vers la fenêtre. Le bébé singe, perché sur une branche artificielle, frottait ses mains et regardait la ville. Il avait l'air de comprendre que quelque chose s'annonçait, sans pouvoir en décider. Gabriel sourit, pour la première fois depuis longtemps, d'un sourire où se mêlaient défi et tendresse. Il connaissait la route à suivre. Il savait aussi que, dans cette route, il faudrait laisser entrer la lumière, non pas celle des néons, mais celle d'une ouverture. Quand la porte se referma derrière Henrique, Gabriel glissa la main dans la poche et sentit le téléphone. Un message venait d'arriver, simple, court, anonyme. Il parle du bébé singe. Ne laissez pas que cela passe. Il ne savait pas qui avait envoyé ce message. Peut-être était-ce un allié, une conscience anonyme ou quelqu'un qui ne supportait plus l'injustice. Le message fit sauter la dernière précaution. Gabriel redressa les épaules. La chute qu'il avait simulée n'était plus un mensonge pour masquer la faiblesse. Elle était devenue le tremplin d'une vérité prête à jaillir. Il se leva, prit une grande respiration et pour la première fois depuis la chute, sentit l'envie de ne pas seulement réparer, mais de reconstruire. La pluie avait lavé la ville. Il fallait maintenant laver la maison et, au-delà, l'histoire entière qui s'était construite sur des chiffres trichés et sur des cœurs hypocrites. Il posa la main sur la cage du bébé singe et murmura « Tiens bon ». Le singe répondit par un petit bruit aigu, comme si, dans cet échange dérisoire, il comprenait qu'il était désormais le nom sous lequel la justice se cacherait. Gabriel descendit vers le bureau, prêt à rendre la parole à ceux qui n'en avaient plus, prêt à affronter Patricia et Rodrigo, mais surtout prêt à préserver Marina et ses enfants du tumulte. La ville respirait encore l'averse. Dans l'air, une promesse se dessinait. La lumière ne laisse jamais pourrir les secrets définitivement. Et Gabriel, qui avait feint la chute, se préparait à se relever pour que le monde voie enfin ce qui avait été caché sous l'étiquette mignonne d'un bébé singe. Gabriel posa la main sur la cage du bébé singe, comme pour y puiser une dernière assurance. Le petit animal leva la tête, ses yeux noirs étaient deux billes curieuses qui ne savaient rien des jeux d'orgueil des hommes. Gabriel inspira et descendit les escaliers lentement, chaque marche mesurée, comme s'il n'avait pas envie que le monde s'affole avant le moment voulu. Henrique l'attendait déjà dans le bureau, une lumière faible tombant sur le dossier en question, posé ouvert sur le secrétaire. Le reçu mal collé brillait d'une insignifiance presque comique, un petit papier froissé, une encre qui n'osait pas beaucoup plus que numéroter une somme. Mais à côté, quelqu'un ou quelque chose avait ajouté un nom. S. Duarte. Un nom qui, bien placé, pouvait faire chanceler des réputations. « Tu as trouvé autre chose » demanda Gabriel sans détourner les yeux du reçu. Henrique hocha la tête. Sur l'écran de son ordinateur, des noms, des dates, des transferts que personne n'aurait dû confondre avec de la charité. Il avait passé la nuit à recouper des factures, à remonter l'enchaînement des versements. Rodrigo avait créé une chaîne, sociétés écrans, virements en cascade, petites mains complices. Il n'avait pas volé l'argent à la vue de tous, il l'avait retiré doucement comme on suce une pièce dans la paume d'une main. « S. Duarte n'est pas un fournisseur d'équipement » murmura Henrique. C'était un compte fantôme. Les factures sont falsifiées. Mélissa n'a jamais signé ses conventions. Gabriel sentit sa mâchoire se serrer.
Le mot « falsifié » faisait claquer des arêtes invisibles dans son estomac. Il pensa à Mélissa, à la fatigue dans sa voix quand elle avait appris que des soins restaient impayés, à la façon dont elle avait tenté d'épargner ses enfants du bruit. Il pensa à Marina, à ses sachets et à sa douceur, et sentit que toute la colère du monde se cristallisait en un point, l'indigne chambre où l'on vendait l'apparence du bien. « Il faut que ça s'arrête maintenant, dit-il. Pas de démonstrations inutiles, pas d'exposition publique qui mettrait Marina et les enfants en péril. Nous préparons un endroit sûr pour eux. Puis, on dépose ceci entre des mains qui ne pourront plus fermer les yeux. On ne parle pas sans preuves irréfutables. » Henrique sourit, à la fois rassuré et nerveux. Il savait que Gabriel ne voulait pas d'héroïsme spectaculaire. Il voulait une bombe lente, une vérité méthodique. Ils établirent le plan en quelques phrases rapides, chiffres, dates, la précision d'un scalpel. D'abord, protéger Marina. Auguste, fidèle au rôle d'ombre, se chargea de trouver une chambre discrète chez un ami d'un ami, une vieille maison au bord du fleuve où personne ne penserait à chercher une mère avec enfant. Marina accepterait si elle sentait que la fuite était pour la sécurité, pensait Gabriel. Et Marina faisait confiance à Gabriel de cette manière qu'ont parfois les exilés de la dignité envers ceux qui rendent la parole. Ensuite, recouper et verrouiller les preuves. Henrique se leva, prit le dossier et retourna sur son ordinateur. Il créa des copies, des sauvegardes, des captures d'écran. Gabriel téléphona en sourdine à une ancienne collègue, une journaliste d'enquête qui avait déjà mis Rodrigo mal à l'aise par le passé. Il n'appela pas pour tout révéler, il le fit pour s'assurer qu'il y aurait, le moment venu, une oreille prête, un stylo qui saurait lier les fils. Les mots prononcés par message anonyme la veille flottaient encore. « Il parle du bébé singe, ne laissez pas que cela passe. » Gabriel garda l'origine du message pour lui. L'inconnu pouvait être utile, l'inconnu pouvait aussi disparaître. Il devait créer l'espace où Rodrigo redeviendrait imprudent. Gabriel prit alors une décision qui lui coûta moins par stratégie que par nécessité morale. Il convoqua Patricia. Il la fit appeler dans le salon et, sans établir que ce serait une confrontation publique, fit en sorte que la porte du bureau fût légèrement entr'ouverte. Il savait que la fierté ne résistait pas longtemps à l'odeur d'impunité rompue. Patricia entra, maquillage impeccable, sourire professionnel. Elle parlait d'une voix douce qui n'atteignait jamais les yeux. « Gabriel, tout va bien ?» demanda-t-elle, feignant l'inquiétude. « Ton état me fait peur. »« Asseyez-vous, » dit-il simplement. « Nous avons des choses à régler. » Rodrigo remonta l'escalier au moment où Patricia s'asseyait, croyant sans doute que tout allait suivre le cours attendu. Il n'avait pas remarqué la lueur nerveuse dans l'œil d'Auguste, ni la façon dont Sofia, discrète derrière un rideau, tenait un carnet de dessin qui depuis quelques jours servait de cachette à billets anonymes et à mots d'encouragement. Rodrigo franchit la porte du salon avec l'assurance d'un homme qui confond impunité et droit. Il salua, lança quelques questions sur la santé de Gabriel, fit même une remarque condescendante sur la faiblesse des humeurs qui accompagnait souvent la chute d'un homme. Il parlait avec cette voix d'arbitre qui se croit propriétaire de la scène. Gabriel resta immobile. Il demanda à Rodrigo de s'asseoir. Il posa sur la table le reçu au bord collé et, comme on place une semence, laissa le papier annoncer sa présence. Rodrigo jeta un coup d'œil et eut une micro-expression, un léger décalage du regard, une imperceptible crispation. Puis il sut masquer. Il fit glisser son doigt sur la table, comme pour repousser une poussière. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, un peu trop familier. « Un reçu » répondit Gabriel, « un reçu qui explique beaucoup de choses. » Patricia lissa sa jupe. Elle avait l'habitude des menaces marketées, des petits scandales que l'on étouffait avec quelques billets et une déclaration bien placée. Mais ce reçu ne ressemblait pas à ceux qu'on achète au coin d'une conscience. On lisait dessus des montants, des dates et un nom, S. Duarte. Rodrigo fixa le papier avec prudence, comme si le pli allait le couper. Il chercha dans sa poche le téléphone, l'observa un instant, puis le retira. Un geste rapide. Gabriel le vit et se leva lentement. « Vous semblez nerveux, dit-il sans agressivité. Vous et votre équipe avez beaucoup donné ces derniers mois. Beaucoup de visages ont reçu votre générosité. » Rodrigo se racla la gorge. « Nous aidons, c'est tout. C'est notre travail, Gabriel. Vous devriez le savoir. » « Aider ne veut pas toujours dire voler, » répliqua Gabriel, « et il y a une différence entre une donation et une machination. » Il sentit Patricia bouger.
Elle posa sa main sur celle de Rodrigo, tentant d'instiller du calme, comme on appose une compresse sur une brûlure. Rodrigo la regarda, et le regard qu'il lui renvoya fut chargé d'une intimité dangereuse. Il partageait une histoire plus épaisse que les paroles échangées. Alors Gabriel actionna la deuxième phase. Enrique glissa sur la table une clé USB anodine, noire, dont la présence aurait semblé banale si l'on n'avait pas su qu'elle contenait des copies de courriels, de confirmations de virements et surtout d'un enregistrement audio. « Vous avez parlé, Rodrigo, dit Gabriel, on vous a entendu. » Rodrigo eut un mouvement, petit, presque animal. Il tenta de rire. « Eh bien, c'est facile de fabriquer n'importe quoi. » « Peut-être, dit Enrique, mais cette fois, l'on n'est pas n'importe qui. Nous avons des confirmations bancaires, nous avons des factures signées à votre nom. Nous avons, et voilà la partie moins agréable, un enregistrement d'une conversation où vous appelez Mélissa le bébé singe en ricanant. » Le visage de Rodrigo se durcit. Un rire sec sortit de sa gorge, et dans ce rire, il cherchait à faire paraître l'affaire ridicule. « Qui vous a donné ça ?» osa-t-il. Gabriel referma la main sur le dossier comme sur un cœur battant. « Peu importe, dit-il, ce qui importe, c'est que cela existe, et que nous avons choisi de ne pas régler cela avec des menaces. Nous avons choisi de le régler avec la vérité. » Patricia, qui jusque-là avait tenté un sourire stratège, recula d'1 centimètre. Elle sentit la pièce se refermer sur elle autrement que par le regard des convives. Les mots « régler avec la vérité » traçaient une ligne qui l'excluait. « Vous comptez aller devant qui ?» susurra-t-elle, la voix soudain plus basse. « Vous n'avez pas idée de ce que cela m'écartera. »« Nous irons où il faudra, » répondit Gabriel, « mais d'abord, nous protégerons ceux qui ont souffert. » Sophia, qui jusqu'ici avait semblé muette, mit sur la table un dessin. C'était un croquis des fenêtres de la maison, des silhouettes, un petit bébé singe esquissé avec une tendresse que la couleur ne pouvait pas cacher. Le dessin était accompagné d'un mot griffonné par une main enfantine, « Pour que la vérité vienne comme un ami ». Le silence s'épaissit encore. Rodrigo bouillonnait. On sentait sous son flegme une impatience qui prenait un goût d'orage. Il se leva brusquement. « Vous pensez vraiment pouvoir m'exposer ?» lança-t-il. « Vous croyez que je vais me laisser faire ?» Il essaya de marcher vers la porte, mais Auguste se leva d'un pas et se posta devant son chemin, discret et immobile comme un mur qui connaît la marche des siècles. Rodrigo hésita, trouva la présence de cet homme intenable et recula comme devant un obstacle qui n'appartient pas à son monde. « Vous avez des alliés qui aiment jouer aux justiciers anonymes, » dit Rodrigo, la colère montant derrière sa voix. « Vous ne savez pas avec qui vous vous frottez. »« Nous savons à qui nous donnons des voix, » répondit Gabriel. « C'est différent. » Patricia se leva aussi, mais sans la même hardiesse. Elle rapprocha d'elle un petit sac, le pressa contre son corps, comme si l'objet pouvait encore acheter du silence. Ses doigts tremblaient. Elle, qui avait toujours géré les apparences, savait que la façade avait une fissure. Une fissure qui, si l'on soufflait, ferait sauter le décor. Rodrigo fit un pas, cherchant une issue. Puis ses yeux cherchèrent la fenêtre et la ville au-delà. La pluie avait lavé les rues, peut-être pensait-il qu'elle pourrait aussi laver la honte. Mais Gabriel le devança. « On peut régler cela à l'amiable, » dit Gabriel en le regardant droit dans les yeux. « Vous remboursez ce que vous avez pris. Vous vous retirez des causes où votre nom est dangereux. Ou nous remettons tout à qui de droit. » Rodrigo ricana, mais un son plus faible que la menace envisagée. L'idée du remboursement, de la restitution publique, le frappait d'absurde. Il n'avait jamais imaginé que des petites mains soudées en dehors de sa portée puissent penser en termes de réparation. « Vous n'avez pas les moyens, dit-il. Vous croyez que l'on ramène la vérité avec des mots et un dessin. Les moyens ne sont pas seulement financiers, rétorqua Gabriel. Il y a aussi la honte. Et puis il y a des gens qui savent regarder les comptes. » La phrase retomba comme un pavé. Rodrigo eut alors un tic, et le tic fut suffisant. Il se mordit la lèvre, puis prononça, à voix basse, presque sans le vouloir, le bébé singe, comme s'il avait voulu appeler quelque chose d'intime, d'interne, à la dérobée. Ce fut la main qui fit preuve d'une mémoire plus rapide que la prudence. Henrik, sans frapper, posa sur la table le téléphone allumé, l'écran affichait la conversation enregistrée dont ils avaient parlé. La voix de Rodrigo, clairement, moqueuse, parlait du bébé singe comme d'une monnaie d'échange.
Le son s'échappa, léger d'abord, puis net. Patricia blanchit. Rodrigo eut un mouvement de recul. Il avait sous-estimé l'évidence de son propre langage. Une expression répétée finit par trahir l'intention. Sa bouche se chercha une réponse. L'air dans la pièce devint respirable d'une tension qui n'avait plus d'échappatoire. « Vous allez perdre tout », articula-t-il, comme si la formule pouvait arrêter une marée. Gabriel respira, lent, sans triomphalisme. Il n'avait pas envie de voir des vies brisées plus que nécessaire. Ce qu'il voulait, c'était que justice et protection se croisent. Il détestait l'idée d'humilier une femme, même une femme complice, parce qu'humiliation et justice ne coproduisent pas forcément la même fin. « Faites ce qui est juste, dit-il, ou nous le ferons pour vous. » Rodrigo leva la main, prêt à riposter par la menace verbale, mais Auguste s'approcha, posant une main ferme sur son épaule. Et dans ce geste simple, il y avait la fin d'une route. Rodrigo sentit que la maison entière avait décidé de se protéger. Il regarda Patricia, chercha dans ses traits un mot qui lui donnerait une issue. Elle murmura quelque chose à son oreille, un conseil rapide, un rappel sans empathie. Silence, on compose. Puis, en un bond, Rodrigo fit ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Il parla en privé. Il proposa un arrangement, un paiement fractionné, des promesses en échange d'un oubli. Mais ses paroles eurent l'effet d'un feu qui n'éteint que sa propre substance. Gabriel et Henrik avaient déjà préparé la voie de la divulgation. Ils avaient aussi appelé, puis raccroché. Ils attendaient le bon moment pour que la lumière atteigne ceux qui avaient vécu dans l'ombre. Rodrigo tenta une dernière manœuvre, mettre en doute l'épreuve. S'il parvenait à semer le doute, peut-être trouverait-il des soutiens, des oreilles compatissantes prêtes à croire que tout était un malentendu. Mais à cet instant précis, la radio de la maison, un objet qu'Auguste avait laissé allumer, diffusa un brouhaha de la ville. Les habitants parlaient d'un scandale financier qui touchait des familles connues. Une phrase, saisie au hasard par la fréquence, tomba dans l'air comme un glas. Transferts anonymes vers des comptes liés à des œuvres. Rodrigo se figea. Son empire d'apparence ne tenait plus dans l'indifférence. Il devenait vulnérable à la curiosité. Il comprit que la prochaine seconde serait déterminante. Gabriel posa la main sur la table, au-dessus du reçu, et sentit, pour la première fois depuis longtemps, que la justice pouvait être lente et implacable sans se faire spectacle. Il avait gagné une chose essentielle, l'initiative. Mais il savait aussi que la partie n'était pas terminée. Un homme qui a tout oublié de la honte n'abandonne pas sans bruit. Il peut fuir, il peut frapper, il peut tenter d'entraîner d'autres vies dans sa chute. « Nous faisons ceci pour Mélissa, pour Marina, pour les enfants, » conclut Gabriel. « Pas pour vous humilier. Si vous coopérez, cela peut rester discret. Sinon, nous n'aurons d'autre choix que d'apporter ces preuves à la lumière. » Rodrigo regarda autour de lui, cherchant des appuis. Ses regards glissèrent sur les visages. Patricia, pâle mais encore peinte. Auguste, immobile. Sophia, le carnet serré. Mélissa, cachée derrière le rideau, les yeux rouges mais fiers. L'étau se refermait. Il calcula ses options, et dans ce calcul, il y eut une panique contenue. Il se leva. « Je vais réfléchir, dit-il. On peut se parler demain. Vous n'avez rien pour prouver, rien d'irréfutable. » « Nous avons assez, répondit Gabriel. Mais nous préférerions ne pas tout déployer. Pour l'instant, partez, et ne faites rien de stupide. » Rodrigo sortit précipitamment, laissant derrière lui la respiration lourde des survivants d'une tempête. La porte claqua. Gabriel resta planté là, regardant la trace que le passage avait laissée dans l'air. Il savait qu'ils avaient gagné une journée, peut-être deux. Il savait aussi que Rodrigo, mis en face de ses comptes, pourrait tenter une dernière manœuvre, acheter le silence ou salir ceux qui parlaient. « Préparez Marina, dit Gabriel à Henrik, et prévenez la journaliste. Faites-le sans bruit. Pas d'alerte pour Rodrigo. Aucun message anonyme qui puisse le prévenir. » Henrik hocha la tête, les yeux fatigués mais vifs. Il prit les dossiers, les plaça dans une mallette, puis dans une autre, comme on range des armes blanches pour un duel sans sang. Dans la chambre voisine, le bébé singe se remit à jouer, ignorant la géopolitique humaine qui s'organisait autour de sa petite cage. Son bruit aigu traversa la maison et rappela à Gabriel pourquoi il faisait tout cela. Il pensait à la douceur des sachets de Marina, à la bonté silencieuse de Sophia, aux lettres anonymes de Mélissa qui avaient été plus que des enveloppes, des mains tendues.
Il pensait à l'argent que lui-même avait offert, donné sans attendre reconnaissance. Il resta un moment à la fenêtre, regardant la pluie s'éloigner. Le ciel trouvait une latitude plus claire. Il y eut un coup à la porte. Personne ne bougea d'abord. Le coup fut suivi d'un autre, plus pressant. Auguste s'approcha, ouvrit la porte un instant et, sans même regarder dehors, referma. Dans le couloir, un mot plié avait été glissé sous la porte. Une feuille blanche, un message définitif. Gabriel le prit, le déplia. 3 mots, écrits à l'encre nette. « Ne jouez pas avec moi ». C'était signé d'un trait invisible mais pesant. Rodrigo n'aimait pas perdre le contrôle. Et Gabriel savait qu'une menace n'était jamais qu'une option parmi d'autres. Il posa le mot sur la table, à côté du reçu, comme si l'on plaçait 2 propositions sur la balance, la violence et la patience. Il sourit, sans joie, puis se retourna vers Henrique. « Demain, nous commençons à déplacer Marina, dit-il, et ensuite, on allume la lumière. » Henrique acquiesça. Le mot sur la table trembla légèrement sous leurs doigts, comme si la maison elle-même voulait respirer avant la tempête. Une nuit froide s'installa en ville. Les lumières électriques se reflétaient en bandes sur le pavé. Gabriel monta lentement à l'étage, passa la main sur la cage du bébé singe, qui le regarda avec la même candeur obstinée. Il murmura encore « Tiens bon ». Et le singe, comme pour répondre à une promesse, fit un petit bruit aigu, tendre comme une prière. Il savait qu'il n'y aurait pas de victoire simple. Il savait que Rodrigo pouvait frapper dans l'ombre, ou se retirer et renaître ailleurs, maquillé en généreux, et recommencer sa besogne. Mais il avait aussi maintenant des témoins, des preuves, et la conviction que la vérité, si on la polissait avec prudence, pouvait se montrer plus tenace que la peur. Demain, les pièces avanceraient. Demain, la lumière ne serait plus seulement une image, elle serait un choix. Le téléphone vibra sur la table. Un message. « Nous sommes prêts ». Sans signature. Gabriel sourit en lisant. Il sentit la ligne se tendre entre tous. Un fil fragile, fait de confiance, de petits gestes et d'une obstination à réparer ce qui avait été brisé. Il éteignit la lumière et se coucha. Mais son sommeil fut peuplé d'images de papillons noirs et d'enfants qui rient. Le jour qui suivrait déciderait de la forme que prendrait la justice. Et dans la maison, la vie continuait, délicate et ordinaire. Une soupe chauffée, un dessin posé sur la table, une main qui caressait la cage du singe. C'était cette intimité-là que Gabriel voulait préserver, même si tout autour devait être secoué pour que la vérité sorte de sa gangue. Le matin viendrait, et avec lui, des choix. Le dossier sur la table attendait que l'on tourne ses pages. La pluie n'avait pas effacé les traces, elle les avait rendues visibles. Gabriel se leva, prit le dossier et sortit pour préparer la première étape de la chute, qui devait, lentement mais sûrement, atteindre ceux qui avaient confondu charité et vol. Gabriel ferma la porte sans bruit derrière lui. Le matin était propre, découpé par des nappes de lumière qui filtraient entre les nuages restants. Il glissa la mallette sous son manteau, sentit le cuir froid contre sa hanche et marcha vers la voiture comme on marche vers une décision déjà prise. Henrique l'attendait dans l'ombre du porche, les traits tirés, mais les mains sûres. Auguste, les yeux cernés, apparut avec la petite cage au bras, le bébé singe blotti contre son épaule comme un objet précieux et fragile. « Tu restes, » dit Gabriel à Auguste sans détourner le regard, « pas un pas. Tu connais la maison mieux que moi. Si quelque chose arrive, tu fais ce que je t'ai dit. Tu brûles les enveloppes et tu ne lasses aucune trace. » Auguste hocha la tête. Sa voix fut une pierre quand il parla. « Je sais, je connais les cachettes, je connais les noms que les murs gardent. » Marina dormait encore, recroquevillée contre une couverture qui sentait la lessive et le lait. Lorsqu'on la prit dans les bras, elle sourit d'abord, comme on sourit à un rêve. Puis elle ouvrit les yeux, trouva le visage de Gabriel, chercha une promesse et la trouva dans les rides autour de sa bouche. Gabriel sentit la fragilité de son corps, la vive mémoire des coups qui y avaient laissé leurs traces. Il posa doucement la mallette sur le siège arrière près d'elle, comme si les papiers pouvaient être une couverture aussi. Henrique fit signe. Le moteur ronfla, discret. Auguste resta un instant à la porte, regardant la silhouette de la maison, la planche à dessin de l'enfant sur la table, la gamelle du singe, la bibliothèque où reposaient des romans que personne n'avait le temps d'achever. Puis il referma la porte et disparut comme une promesse que l'on tait.
Ils prirent des rues secondaires, des chemins que Gabriel connaissait comme on connaît ses propres failles. Aucun panneau, aucun geste brusque, juste des regards qui cherchaient l'horizon et le trouvaient. Marina serra la main de Gabriel, comme pour y ancrer sa confiance. Elle ne parlait pas. Elle avait appris que le silence pouvait être une arme ou un refuge. Gabriel lui parla d'une voix basse, presque rituelle. « Bientôt, dit-il, tout sera dit. Pas pour te blesser, mais pour te libérer. » Elle sourit d'un air qui était à la fois reconnaissance et peur. La voiture glissa entre des voitures plus grandes, puis s'arrêta dans une rue adjacente au café où ils avaient convenu la rencontre avec la journaliste. Le café était à demi éveillé, quelques tables sur la terrasse, des tasses qui fumaient. Lara, c'était le nom qu'on leur avait donné au téléphone, était assise près de la fenêtre, un carnet devant elle, un air de curiosité professionnelle qui s'ancrait dans ses traits comme un fer de lance. Elle se leva sans frapper, sans grandiloquence, et s'approcha. Gabriel posa la mallette sur la table. Henrique resta près de la porte, les yeux aux aguets. Lara entr'ouvrit la mallette avec la même délicatesse qu'on ouvre un livre ancien. Reçu, contrat, nom souligné, virement bancaire. Elle prit une photo avec son téléphone, rapide, presque mécanique. Gabriel suivit le geste sans surprise. Les preuves étaient là, nettes, plus cruelles que les mots. « Vous êtes sûr de vouloir ça publié aujourd'hui » demanda Lara, le regard fixé sur Gabriel. « À midi, répondit-il, et pas de fuite avant. » Pas de préavis. Lara leva les yeux, l'acier d'une journaliste qui a vu trop de promesses brisées. « Je peux vous protéger la source, dit-elle. J'ai des contacts, mais il faudra des preuves irréfutables. Les gens comme Rodrigo ont des armées de silence. » Gabriel posa la main sur la sienne, un geste sans solennité, mais lourd de remerciements. « Tout est là, dit-il, et d'autres vont parler, des contes, des témoignages. Mélissa, Sofia, elles n'ont pas menti. » Henrique observa la rue. Un détail le fit froncer les sourcils. Une voiture sombre arrondissait le coin, trop lente pour être normale. Il glissa un signal à Gabriel, discret, presque imperceptible. Gabriel contourna la table, regarda par la fenêtre. Deux silhouettes conversaient près du trottoir, regards en direction du café. On devinait l'attente calculée d'un traqueur. « Ils sont plus rapides que je pensais », murmura Gabriel. Lara referma son carnet, lente, calculatrice. Sa main glissa sous la table, attrapa un sac et en sortit une clé USB enveloppée dans un pyjama d'enfant, une fantaisie pour la sécurité. Elle la posa dans la main de Gabriel. « Si quelqu'un nous coupe la connexion, si on perd l'accès au serveur, vous aurez une copie. Je publie à midi, mais je veux que vous sachiez, quand on appuie sur le bouton, tout peut se déclencher. » Gabriel hocha la tête. Il remit la clé dans la poche, sentit le poids des ailes invisibles. Marina jouait avec le bord de sa tasse, trouvant dans le geste une occupante pour ses doigts. Auguste, resté à sa place, fit signe que tout était en ordre. Pourtant, Henrique ne détournait pas les yeux de la rue. « On va faire ça proprement, dit-il. On a besoin que la route soit claire pour Marina. Vous partez d'où après » demanda-t-il à Lara. « Un endroit sûr, répondit-elle. Un appartement où les dossiers seront numérisés et envoyés vers plusieurs rédactions. J'ai 2 voisins qui ne posent pas de questions. » Un homme dans la rue fit un micro-mouvement, comme pour ajuster quelque chose au col de sa veste. Henrique poussa la porte, se précipita dehors, fit mine de renverser sa tasse, et en faisant ce geste, pivota, serrant l'épaule de l'homme à côté de lui. La petite manœuvre attira l'attention. 2 autres silhouettes se mirent à regarder de l'autre côté de la rue, puis l'une d'elles fit un pas en arrière. Henrique avait déclenché une secousse, aussi subtile qu'intelligente, montrer qu'il y avait moins à gagner en insistant. Gabriel sentit la tension se muer en un élastique que l'on tend. Il revint à la table, prit Marina dans ses bras, fit un signe à Lara. Elle se leva, prit son sac et marchèrent rapidement vers une camionnette noire garée plus loin. Henrique prit place près du trottoir, regardant, observant, prêt à agir. Auguste resta près de la porte, le singe blotti contre sa poitrine. « On va faire ça proprement, dit-il. On a besoin que la route soit claire pour Marina. Vous partez d'où après » demanda-t-il à Lara. « Un endroit sûr, répondit-elle. Un appartement où les dossiers seront numérisés et envoyés vers plusieurs rédactions. J'ai 2 voisins qui ne posent pas de questions. » Un homme dans la rue fit un micro-mouvement, comme pour ajuster quelque chose au col de sa veste. Henrique poussa la porte, se précipita dehors, fit mine de renverser sa tasse et en faisant ce geste, pivota, serrant l'épaule de l'homme à côté de lui. La petite manœuvre attira l'attention. 2 autres silhouettes se mirent à regarder de l'autre côté de la rue, puis l'une d'elles fit un pas en arrière. Henrique avait déclenché une secousse, aussi subtile qu'intelligente, montrer qu'il y avait moins à gagner en insistant.
Gabriel sentit la tension se muer en un élastique que l'on tend. Il revint à la table, prit Marina dans ses bras, fit un signe à Lara, elle se leva, prit son sac et marchèrent rapidement vers une camionnette noire garée plus loin. Henrique prit place près du trottoir, regardant, observant, prêt à agir. Auguste resta près de la porte, le singe blotti contre sa poitrine. Il avait allumé la radio muette du poste de télévision du bar et, pendant un instant, le monde fut comme suspendu entre le battement d'un ruban et le souffle d'une fenêtre ouverte. La camionnette démarra. Gabriel jeta un dernier coup d'œil en arrière. La rue semblait ordinaire à qui n'avait pas le regard d'un homme qui sait compter les ombres. Mais il vit, au coin, la silhouette d'une voiture qui attendait, immobile, de laquelle sortit un homme qui prit son temps pour allumer une cigarette. Rodrigo savait se faire attendre. Rodrigo savait aussi frapper au bon moment. Ils s'éloignèrent sans bruit. Dans la camionnette, Lara posa ses mains sur les documents. Elle avait l'air presque maternelle avec le papier, respectueuse comme d'un testament. Gabriel contempla Marina qui regardait par la vitre, l'air sérieux d'une enfant qui comprend ce que signifie quitter un lieu pour entrer dans l'histoire. « Tu verras, dit-il à voix basse, un jour tu pourras dessiner tout ça comme une aventure. Pour l'instant, tu dois seulement te souvenir qu'il y a des gens qui t'aiment. » Marina le regarda, puis, comme pour répondre, demanda d'une voix ténue. « Et si Rodrigo nous trouve ?» Gabriel eut un léger rire, sans gaieté. Alors, il aura appris que le monde a d'autres lois que celles qui le servent. La route était encore longue. Au fond de la camionnette, Lara connecta son téléphone à un petit routeur, envoya des copies ici et là. Henrique, qui avait proposé d'accompagner jusqu'à un certain point, ouvrit la porte latérale entre deux rues et, voisinant les murs, ils prirent un dernier raccourci pour semer d'éventuels poursuivants. Le cœur de Gabriel battait à mi-chemin entre la peur et la certitude. Il savait que la publication n'était qu'une étincelle. Il savait aussi qu'une étincelle peut allumer un feu ou être écrasée. Plus tard, à l'angle d'une autre avenue, une voiture sombre les suivit encore, obstinée. Henrique, sans se laisser trahir par un mouvement brusque, prit un rond-point, puis un autre, faisant de petits virages limités mais calculés. Les feuilles des arbres fouettaient la carrosserie. Le conducteur de la voiture sombre prit un appel, fit un signe, puis ralentit, comme s'il calculait une nouvelle trajectoire. Gabriel sentit le frisson familier d'une partie de poker où l'on met tout sur la table. Ils approchaient du deuxième point sûr, une adresse que Lara gardait pour les rares fois où la vérité devenait trop lourde pour un seul sac. La porte s'ouvrit, des escaliers menaient à un appartement qui sentait le café et la peinture fraîche. On verrouilla les portes, on tira les rideaux. On posa la mallette sur la table comme on pose un cœur sur une main. Lara s'assit à la table, ouvrit son ordinateur, fit défiler les noms avec la précaution d'une chirurgienne. Elle souleva son regard vers Gabriel et dit simplement « Midi, on appuie à midi, il faudra courage après. » « Alors qu'ils viennent, dit-il. » Puis Marina, qui s'était assoupie contre son épaule, la respiration régulière d'un petit être qui trouve, même au milieu du chaos, des îlots de paix. « Alors qu'ils viennent, dit-il, qu'ils montrent qui il est. » Au dehors, la ville continuait ses petites trahisons. Un livreur heurta une poubelle, un enfant rit au loin. Mais quelque part, un fil était en train d'être tiré. Gabriel pensait à Mélissa, à Sophia, à la douceur des sachets de Marina et à la main d'Auguste qui faisait la garde. Il sentait peser la menace, mais aussi la force intime de ceux qui se tiennent côte à côte. Il ne savait pas encore si Rodrigo ferait une dernière tentative de désespoir, acheter le silence, salir les témoins, menacer ceux qui s'approchaient trop. Mais la journée commençait, et avec elle, l'éclat qui dévoile. Gabriel posa la main sur la mallette, comme pour sceller un pacte. « À midi, répéta-t-il, que la lumière fasse son travail. » La camionnette fut bientôt vide de leurs pas. Dehors, la ville avala leurs traces. Gabriel demeura un instant à regarder la fenêtre, sentant le poids du temps. Puis il sortit, marcha jusqu'à l'angle de la rue et regarda au loin. Une voiture sombre, arrêtée à la manière d'un prédateur aux aguets. Quelqu'un dedans allume une cigarette. Le témoin clignote, puis s'éteint. Gabriel inspira, et dans la gorge, la pluie ancienne semblait se transformer en une certitude nouvelle. La vérité avait commencé à courir.